Bonjour à tous, on va pas tarder à commencer. On a déjà deux de nos trois speakers. On a une speakeuse qui devrait arriver, mais qui passera après. Donc déjà, bienvenue à cette matinée dédiée au Green IT. Vous allez pouvoir avoir trois sujets par ces trois personnes. Donc du coup, on va avoir Alban Bruyaz, la directrice des opérations de Scaleway. On va avoir aussi Ferrell Joster, qui est Head of Climate Expert de chez Greenly. Et on va avoir Morgan Ecker, qui est Delivery Manager chez Whiskel et qui donc parlera du sujet sur comment éviter les pièges du greenwashing et comment avoir un réel impact dès aujourd'hui sur vos organisations et vos entreprises. Je vais laisser la place à Ferréol, le temps de l'équiper, et comme ça on va commencer tranquillement. Bonne matinée. Parfait, bonjour à toutes et à tous. Enchanté, donc je vais me présenter rapidement. Moi je suis Ferréol Juster, donc je suis responsable de l'équipe qu'on appelle Expert Climat chez Greenly. Ça fait 2 ans et demi que je travaille ici, j'étais le 3e employé de cette entreprise. Aujourd'hui on est 150 et on travaille beaucoup sur le sujet du numérique. Aujourd'hui on va travailler sur le cloud, donc on va parler un peu de ça puisque Greenly a une expertise sur le sujet et comment en tant qu'utilisateur du cloud on va pouvoir réduire ses émissions. Donc le public qui est concerné par ça, c'est vraiment les utilisateurs en tant que tels. On va avoir des actions pour réduire les émissions du cloud qui va être dans les mains de différentes personnes, évidemment dans les mains des cloud providers, mais aussi dans les mains des clients. On va traiter un peu de ce sujet, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que client pour réduire ces émissions. Je vais faire une rapide introduction sur Greenly. La mission, c'est de permettre aux entreprises de respecter les accords de Paris. Pour rappel, les accords de Paris, c'est atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors je ne sais pas à quel point le public est averti sur les sujets climat et comprend ce que ça veut dire que la neutralité carbone. J'éclaircis quand même un peu le concept, puisqu'il est hyper important. Donc il s'agit d'émettre autant d'émissions que ce que la Terre est capable d'absorber, et donc arrêter d'avoir une concentration en gaz à effet de serre qui augmente d'année en année. Et donc les accords de Paris visent une neutralité carbone en 2050, et donc qu'on arrête d'augmenter les émissions année après année d'ici 30 ans. Donc l'enjeu, c'est bien d'arrêter de faire pire chaque année. Dans 30 ans, c'est un peu comme se dire qu'on arrête de fumer dans 30 ans, mais c'est compliqué de réduire ses émissions. Donc ce concept-là, important. Donc même si on commence à réduire ses émissions, on continue à empirer tant qu'on n'a pas atteint cette fameuse neutralité carbone. Greenly, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On travaille avec différents types d'acteurs. On a commencé par une application mobile pour les particuliers pour mesurer leur empreinte carbone. On a assez vite switché sur de l'accompagnement pour les entreprises. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et spécifiquement ce qu'on fait pour les entreprises du numérique. On a un petit millier de clients. Ce qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on fait avec ce type d'acteurs. On travaille avec des DSI, des pure players du secteur. Donc là, on a par exemple Stack Infra qui construit les data centers de Amazon, Google, Azure. Et on a aussi des acteurs qui vont être des infogérants ou qui vont revendre des brokers de services cloud. Peut-être que vous connaissez ici Platform SH, Econocom, Alterway, qui sont des acteurs du sujet. Et donc ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on fait de l'affichage carbone des services cloud, AWS, Azure, Google. Et donc c'est vraiment de ces 3 acteurs dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment ceux sur lesquels on travaille principalement puisqu'ils ont une grosse partie du marché. Donc voilà, alors ce slide n'est pas hyper digeste, mais donc j'imagine qu'on a pas mal de personnes qui travaillent pour les DSI ou avec les DSI. Et donc, quand on parle de stratégie climat pour les entreprises, il y a un gros enjeu qui est lié à la gouvernance, et les DSI ont un rôle super important sur 2 volets. Donc ce qu'on appelle l'IT for Green et aussi le Green IT. Et donc les DSI, c'est vraiment les premiers fournisseurs
de données à impact, elles vont avoir les systèmes d'information qui vont permettre de mesurer l'activité, et donc ça va être, c'est aujourd'hui les principaux contributeurs au bilan carbone, qui est la source de la stratégie climat, puisque c'est l'outil de mesure qui permet de savoir un peu où aller. Et il y a un deuxième sujet aussi de fournir les solutions technologiques pour maîtriser et réduire les émissions. Donc voilà une montée en puissance des DSI sur ce sujet de l'IT for Green, parce que c'est eux qui ont la data, et aussi le Green IT, puisque y a un enjeu de maîtriser aussi les émissions du numérique, et donc les émissions du numérique, elles vont peser plus ou moins en fonction du secteur d'activité. Sur un industriel, ça va être peu, moins d'1%. Sur une entreprise de service, ça peut monter jusqu'à 20%. Et sur un pure player du numérique, on a certains clients pour lesquels le numérique, c'est 70% des émissions, dont 50% de cloud. Donc voilà pour la DSI. Puis j'ai mis aussi les responsabilités des autres directions. Et donc voilà, ce sujet de gouvernance qui est vraiment clé pour nos clients, pour réussir leur stratégie de climat. Et donc nous, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises pour lesquelles il y a une bonne gouvernance, ça déroule, il y a de l'impact. Et on a aussi d'autres entreprises, d'autres clients où les responsables RSE sont un peu seuls et leurs enjeux sont conflictuels avec les enjeux des autres membres de direction, et donc là ça déroule moins bien. Et donc Greenly, nous on a une plateforme qui permet de maîtriser ces émissions. Donc pour un grand groupe, les enjeux liés à ce bilan carbone, on va en avoir 5 que Greenly essaie d'adresser par rapport à la solution historique où on travaille sur Excel. Il y a un sujet de collecte de la donnée, donc c'est là qu'on va intervenir auprès des DSI, parce qu'un bilan carbone, c'est des données entrantes qu'on va convertir en CO2. Donc un sujet de collecte, un sujet de structure d'entreprise complexe, un sujet d'analyse, un sujet de visualisation et un sujet de pilotage. Donc voilà un peu ce qu'on fait chez Greenly, et je vais enchaîner du coup sur la partie introduction aux enjeux environnementaux du numérique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je crois que la 3e conférence en parlera plus largement. Mais donc je vais donner quand même quelques ordres de grandeur, puisque ça va être important pour la suite. Donc certains d'entre vous ont peut-être ces ordres de grandeur en tête. Le numérique, c'est 4% des émissions mondiales. On va avoir une répartition entre donc, les terminaux utilisateurs, nos ordinateurs, les ordinateurs des salariés, qui va représenter 2/3 de tout ça, 20% de réseau et 15% de data center. Ça, c'est des chiffres qui sont au global. Pour une entreprise, en fait, c'est 15% de data center. C'est des émissions qui vont être attribuées aux entreprises, alors que les terminaux, plutôt aux individus. Et donc cette répartition-là, c'est celle qu'on retrouve au global, mais pas pour une entreprise. On pourrait presque inverser terminaux et data center pour les ordres de grandeur. Et donc pour une entreprise, les émissions du numérique, on va avoir évidemment une partie cloud, c'est le gros sujet, c'est la majorité des émissions. Bien souvent, on va avoir aussi du data center on-prem et des réseaux, toute une partie équipement, puis après du marketing digital et ensuite tous les autres services digitaux. Donc voilà un peu pour le panorama. Alors ce slide est un peu indigeste. J'ai parlé donc désolé. Le slide précédent parlait des enjeux carbone. Là, je parle des métaux. Donc, les terminaux qu'on utilise sont très gourmands en métaux. Donc, il y a des enjeux environnementaux qui sont évidemment liés aux activités minières. Vous avez sans doute entendu parler du sujet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, j'arrive avec l'angle du conflit d'usage avec les technologies bas carbone.
puisque ce que dit ce tableau, c'est que donc, tous les métaux que vous voyez sur la colonne de gauche sont utilisés pour nos terminaux, et il se trouve qu'ils sont aussi nécessaires pour les technologies bas carbone. Et donc, on a cette dualité à prendre en compte. Quand on fait des projections, on a un choix à avoir entre tout connecté ou avoir de l'électricité moins carbonée pour faire fonctionner ces équipements. Donc voilà un peu pour les enjeux. Et je vais passer sur la partie cloud, qui est vraiment le cœur du sujet. Est-ce que quelqu'un maîtrise ce que sont les scopes, un peu de comptabilité carbone? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a des personnes qui ne savent pas. Est-ce que quelqu'un qui connaît le concept des scopes souhaite expliquer ce que c'est? Si personne souhaite s'aventurer là-dedans, je peux prendre la main. Donc ça, c'est assez important. Ce que vont dire les scopes, c'est qu'est-ce qu'on compte, quel est le périmètre d'analyse. Et en comptabilité carbone, on a différents périmètres d'analyse qu'on divise en 3 scopes. Donc le premier, qui sont les émissions directes des entreprises. Donc c'est vraiment comme si je mettais une cloche au-dessus des bâtiments d'une entreprise, de ses véhicules, et qu'on allait compter vraiment les émissions liées à la combustion d'énergie fossile dans ce périmètre géographique. Ensuite, on a le scope 2, ça va être des émissions indirectes qui vont être liées à la consommation énergétique, ça va être quasiment uniquement l'électricité. Et enfin, on va avoir le scope 3, les autres émissions indirectes, où là, on va prendre en compte toute la chaîne de valeur. Et donc, pour une entreprise, on a entre 80 et 99% d'émissions qui vont venir de ce scope 3, les émissions indirectes. Et donc, pour une entreprise cliente de cloud provider, donc les émissions en question vont se trouver dans le scope 3. Et donc, plus on se rapproche des émissions directes, plus on a un degré de responsabilité important et plus il y a un enjeu à agir. Donc voilà un peu pour ces concepts de périmètre qui sont assez importants pour la suite. Deuxième slide pour expliquer comment on calcule des émissions. Donc c'est relativement simple puisqu'il s'agit de multiplication. Donc on va prendre des données d'activité qu'on va multiplier par ce qu'on appelle un facteur d'émission, qui est en fait une clé de conversion, qui est exprimée en kilogrammes de CO2 équivalent par euro. Et donc c'est comme ça qu'on calcule des émissions avec différentes sources de données. Donc là on a un exemple pour des émissions liées à la voiture. On va pouvoir utiliser des litres d'essence. Donc là on est sur une donnée extrêmement fiable parce que on sait qu'un litre d'essence c'est tant de CO2. Après on a une deuxième méthodologie avec la distance, où là on prend déjà une hypothèse de consommation en litres au 100, puis après en euros, où on va prendre une hypothèse d'euros par litre, et donc plus on va aller vers le monétaire, plus on va avoir une incertitude liée à la variation des prix, à des couches d'hypothèses plus ou moins importantes. Donc voilà un peu comment on calcule ça. Donc là on a un exemple simple. Pour ce qui s'agit du cloud, c'est un peu plus complexe. Petit slide là qui montre la cartographie de notre expertise sur les sujets du numérique. Mais donc ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être principalement le cloud. Et plus particulièrement AWS, Azure, Google, qui sont vraiment nos champs d'expertise liés à leur hégémonie sur le marché. Donc, pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, pourquoi est-ce que Greenly aujourd'hui fait de l'affichage carbone pour AWS, Google, Microsoft? Simplement parce que ces acteurs, il y a 3 ans, quand on a commencé à s'intéresser au sujet, faisaient aucun affichage carbone.
Et donc, on avait des clients qui étaient intéressés par savoir combien ils émettaient via ces services et surtout comment réduire ces émissions. Et donc, on a fait un travail de fourmi où on est allé comprendre en fait tous les équipements qui étaient utilisés par les différents services qu'on connaît chez AWS, Google, Microsoft. Donc, un premier épisode où on est allé comprendre ce que voulaient dire les nomenclatures des instances assez incompréhensibles pour le commun des mortels et comprendre que ça tourne sur un Intel Xeon XYZ. Une fois qu'on a fait ce rapprochement entre ces nomenclatures et ces ressources informatiques, on est allé regarder combien ces équipements fonctionnaient. Donc, grâce à des études qui sont menées en labo notamment. Donc, dites-moi si je parle chinois, mais donc, on a pris par exemple des processeurs, on les fait tourner à différents niveaux de workload sur des serveurs, on regarde combien ils consomment. Et on construit notre modèle comme ça. On fait la même chose pour tout ce qui va être stockage, transfert de données, etc. Et in fine, ça nous permet donc de calculer les émissions des cloud providers à partir du rapport des coûts et usages. Alors je sais pas si vous êtes familier avec ces documents qui sont d'habitude utilisés par les équipes DevOps et FinOps. Et donc aujourd'hui, les cloud providers font de l'affichage carbone, mais il y a des limites dans cet affichage. Je parlais tout à l'heure des scopes et de l'importance du scope 3 qui n'est pas pris en compte par Google et Microsoft et très partiellement par AWS. Et le scope 2, où là les méthodologies qui sont utilisées ne répondent pas aux standards internationaux. Donc on n'a pas de cadres standards qui permettent en fait de comparer les émissions et surtout les compter de manière exhaustive. Quand on a commencé à travailler sur le sujet, sur les premiers affichages carbone d'AWS, quand Greenly annonçait 100 tonnes de CO2 émises, pour le même périmètre, AWS affichait 1. Et aujourd'hui, ils sont plutôt à 10 parce qu'ils prennent en compte de plus en plus le périmètre, notamment le scope 3, mais on a quand même des trous dans la raquette, et donc l'objectif de Greenly, c'est vraiment d'harmoniser ça pour derrière permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions sans biais. Donc c'est vraiment ça que nous on propose. Et donc le rôle de Greenly s'arrête vraiment à cette mesure, fournir la donnée. On connaît les plans d'action principaux qui sont possibles. On va fournir et donc c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Mais donc ces plans d'action, on les met vraiment dans la main des équipes qui ont l'expertise pour impulser le changement, qui sont les équipes DevOps et FinOps chez nos clients. Et donc le rôle de Greenly dans la décarbonation du cloud, c'est vraiment fournir la donnée. Mais il y a une expertise technique qui est liée à la mise en place des plans d'action qui est dans la main donc de ces équipes. Je vais pas détailler comment on rentre dans le détail des émissions. Par contre, ce qu'on va prendre en compte, ça c'est assez important. Donc on va avoir des émissions liées à la fabrication des équipements, où là, les plans d'action, ils vont vraiment être dans la main des cloud providers. Et donc, ce n'est pas un levier sur lequel les DSI peuvent vraiment jouer. Ça représente à peu près 20% des émissions. Et ensuite, on va avoir donc les 80% restants qui vont être liés à la consommation d'électricité. Et donc là, on va avoir une partie d'émissions liées au calcul, une partie d'émissions qui va être liée au stockage de données, à leur transfert et aussi à leur refroidissement, puisque les serveurs doivent être refroidis, comme vous le savez.
Et donc, ce qu'on propose à nos clients, c'est donc de designer des trajectoires de réduction avec des simulateurs qui s'appuient donc sur quatre principaux leviers. Et donc, je vais les détailler. Et donc, on va pouvoir voir un peu donc, quels sont ces fameux piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour réduire l'empreinte du cloud. Et donc, ces quatre piliers-là, ils concernent donc uniquement les DSI. C'est à leur main. Alors, on va voir qu'il y a une facilité de passage à l'action qui est variable. Donc, on n'a pas de levier donc, sur cette partie construction et installation, fabrication. On a uniquement un levier sur la consommation électrique. 80%. Et donc, pour réduire les émissions liées à cette consommation électrique, c'est assez simple. On peut en consommer moins. Donc, via de l'efficacité énergétique. Et on peut consommer une électricité qui est moins carbonée. Pour consommer moins d'électricité, on va avoir des choix technologiques qu'on va pouvoir faire. Et donc on va en parler dans le slide juste après. Et on va pouvoir aussi jouer sur le taux d'utilisation des machines, donc c'est le workload. Et donc on va en discuter aussi après. Et ensuite, on a la partie donc, source d'énergie, à quel point l'énergie qu'on va consommer est carbonée. Et donc, ça va dépendre de deux variables. Où est-ce qu'on consomme de l'énergie et quand est-ce qu'on consomme de l'énergie. Et donc, les slides suivants détaillent ces 4 points. Là, on a un exemple avec le calcul où on a la consommation en kilowattheure par heure de VCPU. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir un facteur 2 entre les processeurs les plus consommateurs et les moins consommateurs. Sachant que bon, la meilleure métrique, c'est plutôt des kilowattheures par milliard de calculs, puisque un VCPU peut avoir une fréquence entre 2 et 4 GHz. Mais donc, même quand on prend ça en compte, on s'aperçoit qu'on peut diviser sa consommation électrique par 2 en basculant sur des processeurs qui sont d'habitude qui ont une fréquence moins haute. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une corrélation presque directe en fait, entre la consommation électrique par calcul et la puissance de calcul, donc la fréquence. Donc l'enjeu pour le calcul, c'est d'en fait arriver à passer sur des processeurs avec donc beaucoup de threads. C'est ça en l'occurrence qui réduit la consommation électrique, c'est d'avoir beaucoup de threads. Mais donc derrière, ça a des contraintes techniques, notamment réussir à paralléliser le code pour éviter de perdre en performance. Ça peut ralentir des applications. Donc, nous, ce sur quoi on travaille avec nos clients dans ces choix techno pour les processeurs, c'est de s'assurer qu'on ne surutilise pas la ressource, qu'on n'a pas provisionné des voitures de course lorsqu'on a besoin de quelque chose de standard, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Et donc là, on a l'exemple pour le calcul, pour le stockage. On va avoir aussi différentes technos. Et donc, plus on va être sur du stockage rapide, plus on va consommer et émettre. Et donc, il y a aussi des sujets d'archivage de données, passer sur du stockage sur borne, du stockage dormant, où la donnée est accessible moins rapidement, mais beaucoup moins d'émissions. Donc voilà un peu sur ces choix des terminaux. Je marque une pause. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir parler un peu du
du workload. Alors, je n'ai pas de slide dédié. Là, le sujet, je pense, est assez maîtrisé dans l'auditoire. Le workload, donc, c'est le taux d'utilisation des équipements. Et donc, évidemment, si on a un taux d'utilisation qui est élevé, on va consommer moins d'équipements, donc ça va faire moins d'émissions pour la production de ces équipements et aussi moins de consommation, puisque les équipements, même quand ils ne sont pas utilisés, ils vont avoir une petite consommation de veille qui va être réduite. Donc si on a un workload élevé, et c'est là la vraie puissance des cloud providers, en fait, c'est qu'ils permettent d'avoir un workload qui va être peut-être 4 fois supérieur à ce qu'on peut avoir sur du on-prem. Et donc, ce que vont permettre ces cloud providers, c'est de réduire énormément la capacité informatique inutilisée. Et donc, en tant que acteur des DSI, utilisateurs de ces services cloud, on va avoir des services qui vont plus ou moins contribuer à l'augmentation des workloads de ces cloud providers. Et donc, je pense évidemment à tout ce qui va être ressources mutualisées, sur les technos Kubernetes notamment, ou AWS Lambda chez AWS. Donc, on a un levier en utilisant donc plutôt des ressources mutualisées plutôt que des ressources dédiées, en contribuant donc avec ce workload plus élevé. Sur le stockage, il n'y a pas vraiment de levier pour le workload et sur le transfert de données non plus. L'utilisation moyenne du réseau et data center. Vous voulez pas dire du réseau des data centers? Non, c'est 40%, donc c'est dans le cloud, à peu près 40% des ressources sont utilisées en moyenne, et c'est le même ordre de grandeur pour le réseau. Pour le réseau dont dépend le data center. Oui. Si vous n'avez pas de questions donc, sur cette partie efficacité énergétique, je vais passer donc à la dernière partie qui concerne... Oui. Une petite question quand même, vous disiez que les 20% de construction, on ne pouvait pas agir dessus. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'années? Oui, je reprends la question pour l'enregistrement. Très bien, donc Youm d'Everywhere. Je voulais revenir sur la partie construction-installation des data centers. Donc les équipements ont une empreinte carbone qui est importante. Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur du nombre d'années que les grands cloud providers conservent les serveurs? Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, nous, en tant qu'utilisateurs aussi, à les inciter à les conserver plus longtemps, même si ça consomme peut-être un peu plus? Alors, au final, sur toute la durée du cycle, on est peut-être gagnant? Alors oui, tout à fait. On est gagnant, surtout si on est sur des géographies où l'électricité est peu carbonée, le concept que je vais aborder juste après. La réponse est non, on n'a pas de données directes des cloud providers. Notre modèle prend des hypothèses pour le prendre en compte. Mais donc, on prend comme moyenne 4 ans. Ça peut être tiré jusqu'à 6. AWS publie pas officiellement là-dessus, mais explique quand même qu'il monte jusqu'à 6 ans. Ok, merci. Et vous faites bien de revenir sur ce sujet de la construction. Donc on a en effet un premier levier qui est donc la réduction l'allongement de la durée de vie. Donc c'est pour tout terminal, c'est un plan d'action qui est assez simple en théorie. Ça demande quand même des bonnes pratiques en pratique. Et ensuite, on a un sujet sur les émissions directes liées à la construction où on a un plan d'action qui est assez simple, c'est le reconditionner. Il n'y a pas aujourd'hui vraiment de différence majeure d'un constructeur à l'autre, parce que la grande majorité des émissions, ce n'est pas au niveau des constructeurs qu'on connaît, mais plutôt aux fournisseurs de pièces. Et donc, en l'occurrence, tout est produit chez Foxconn dans l'immense majorité. Là, on est aussi sur presque un monopole, et donc il n'y a pas vraiment de levier de la part à ce niveau-là.
dans le choix des constructeurs de terminaux. Enfin, il y en a, mais ils agissent vraiment sur la fin de la chaîne du cycle de vie des terminaux. J'enchaîne donc avec le dernier point, donc les sources d'énergie, qui est en fait le point cardinal de la réduction des émissions, puisque donc, d'un pays à l'autre, les émissions liées à la consommation électrique peut varier d'un facteur 10 en fonction des sources d'énergie qui vont être utilisées pour produire cette consommation, cette électricité. Et donc vous avez sur cette carte donc l'Europe avec pour couleur ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'électricité, qui est exprimée en grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc cette intensité, elle va varier en fonction de ce qu'on utilise comme source. Est-ce qu'on utilise de l'énergie solaire? Donc là, on va être aux alentours d'une cinquantaine de grammes de CO2 équivalent par kilowattheure sur du solaire en fonction de là où on va être. Plus on est au sud, plus les panneaux vont être exposés, donc plus ça va réduire. L'éolien, on va être autour d'une vingtaine de grammes. Le nucléaire, une petite dizaine. Et le charbon, on va être à 800. Le gaz, on va être à 400. Et donc, on a un énorme levier ici. Et donc, la première chose qu'on dit à nos clients, c'est vos nouvelles ressources, mettez-les en France, mettez-les éventuellement en Suède ou en Finlande, mais évitez de les mettre en Allemagne ou dans les data centers en Pologne, comme il peut y en avoir chez certains fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment le premier levier, le premier plan d'action facile pour les nouvelles ressources. Pour les ressources qui sont installées, malheureusement, un déménagement, ça se fait pas facilement. Ça demande quand même de mettre du temps pour aller reconstruire l'architecture ailleurs. Mais on a certains clients qui relocalisent en France leurs ressources en restant chez le même fournisseur, ou d'autres qui passent même chez des nouveaux fournisseurs qui sont installés en France, sachant que le hub historique du cloud, c'est l'Irlande, où on a une intensité carbone de l'électricité qui est presque 10 fois supérieure à celle de la France. Donc vraiment, c'est le plan d'action phare. C'est le plan d'action phare sur lequel peuvent jouer les DSI. Et il y a un deuxième levier qui est moins approprié pour tous les types d'utilisation, qui va être utiliser l'électricité lorsqu'elle est la moins carbonée. Donc tout de suite, là, on enlève du périmètre tout ce qui va être synchrone. Donc là, on parle uniquement de ce qui va être asynchrone. Et donc, l'enjeu est en fait de sortir des pics d'utilisation. Donc, en moyenne, on en a 2 dans la journée, une de 10h à midi et une autre de 18h à 20h quand tout le monde rentre chez soi et allume ses équipements ménagers. Et donc, ces moments critiques, ça va être les moments où on va utiliser de l'énergie pilotable pour répondre à la demande. Et donc, par énergie pilotable, en France, la variable d'ajustement, c'est assez souvent le gaz, aussi l'hydraulique. Et donc, on va éviter des émissions en évitant de contribuer au pic. Donc voilà, c'était vraiment sur ces 4 leviers que je voulais discuter. Il nous reste un peu de temps pour d'éventuelles questions. Donc voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez passer à la slide où il y a les émissions par base de données?
par data center plutôt. Pardon. Oui, celui-ci. Comment ça se fait qu'en France, il y a plus d'émissions qu'au Canada et les États-Unis? Est-ce que c'est... C'est un exemple, donc c'est illustratif, mais en l'occurrence, c'est dépendant de la consommation. Ah, ok. Pour revenir aux émissions de Google, AWS et Microsoft, Google prétend très clairement faire un reporting sur les 3 scopes. Donc, vous dites que ça, c'est du greenwashing. Alors, ils prennent en compte les 3 scopes, mais derrière le scope 3, on a une multitude de scopes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est assez saillant, c'est aussi comment on va prendre en compte le scope 2. Et donc, il y a ce que Google affiche au global, et il y a aussi ce que Google affiche dans le cadre de son affichage carbone, qui sont 2 choses différentes. Donc, ils peuvent faire un reporting parfait pour leur bilan carbone, mais ça ne va pas vous dire ce que vous émettez en tant qu'utilisateur. Derrière, ils ont une calculette carbone qui vous dit ce que vous émettez en tant qu'utilisateur. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on a regardé dans le cadre de... en l'occurrence, c'est ce que Carbone 4 a regardé dans le cadre de cette étude, puisque ça, c'est de la donnée qui n'est pas produite par Greenly. L'étude date de 1 an, donc c'est aussi possible qu'il y ait des évolutions, parce qu'ils avancent sur le sujet. Donc, ils utilisent des moyennes, pas de la consommation réelle. Alors, Google commence à utiliser de la consommation réelle. Ils avancent assez vite sur le sujet. Et donc, je ne sais pas à quel point ils sont avancés, mais ils parlaient de pouvoir vraiment donner la consommation électrique ou à minima les émissions réelles de la consommation des machines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui d'AWS, qui a fait à peu près le même travail que ce que Greenly a fait, puisqu'en fait, ils n'ont pas accès à la donnée des data centers. Donc, ils ont fait le même travail que nous. En fait, ils sont pas passés à un ampèremètre dans les data centers d'AWS. Ils ont regardé la littérature, construit un modèle de toutes pièces, parce que la direction ne souhaitait pas leur donner des chiffres. Il se trouve quand même que l'affichage carbone, les cloud providers sont assez frileux, parce que ça permet, on va assez rapidement vers du rétro-engineering en fait, à partir de ces modèles-là, et il y a des secrets industriels qui peuvent être facilement, qui sont assez bien gardés. Typiquement la consommation des processeurs AWS Graviton. AWS ne veut absolument pas les communiquer. Et donc c'est pour ça que, a priori c'est pour ça que qu'ils partent sur des hypothèses. Oui. Je voulais savoir il y avait 2 petites questions que j'avais par rapport à ce qui est aux données qui étaient affichées, aux chiffres que vous utilisez. La première, c'est de savoir en gros comment vous arrivez à vous y retrouver à partir des données fournies par les cloud providers, sachant qu'ils intègrent dans ces chiffres-là beaucoup de compensation, de mécanismes de compensation dont on ne sait pas nécessairement trop ce qu'il y a derrière, quoi. Le net zéro, c'est à condition de planter des arbres à côté, puis s'ils crament, c'est quand même net zéro. Il y avait l'autre chose qui était sur la nature de l'électricité qui était utilisée pour les data centers, suivant les pays, etc. C'était sur la phase d'exploitation ou c'est le cycle complet? Extraction, on met en place les infrastructures, on les démantèle, voilà. Et comment vous arrivez à vous y retrouver? Parce que ça doit être... Oui, alors je vais revenir donc sur ces concepts donc, de la comptabilité carbone. Le premier concept, c'est qu'on ne soustrait jamais des émissions qui vont être évitées par de la séquestration carbone, où il y a aussi on peut aussi acheter
contrats pour de l'électricité verte qui est aussi compté comme de la compensation. Donc là-dessus, tous les standards sont clairs, il n'y a pas de soustraction. Et donc on ne prend pas en compte donc, cette partie qui est nécessaire. Hein. Par ailleurs, les accords de Paris ils prévoient de doubler le stockage de carbone d'ici 2050. Mais donc on ne le soustrait pas. Deuxième point, donc sur les périmètres. Donc dans le scope 3, on a un poste qui s'appelle l'amont de l'énergie qui va prendre en compte les émissions liées à l'extraction de ces matières premières, la construction, etc. Et donc c'est des choses qui sont assez bien documentées en fait. Et qui sont aussi des calculs qui sont faits en amont de notre travail. Nous, on prend directement les données en grammes de CO2 par kilowattheure, et donc ça, c'est fourni par l'Agence internationale de l'énergie qui fait ce travail qui est en effet significatif hein, de collecter de la donnée. Et donc sur les scopes 1, 2, 3, ça, les chiffres, les gros clouders les fournissent là-dessus? Alors, ils fournissent pas grand-chose. Ils fournissent des modèles, mais qui sont aussi des boîtes noires, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et nous, on se base vraiment uniquement sur le rapport des coûts et usages, où on nous dit j'ai utilisé tant d'heures de VCPU de cette instance, et après tout le reste, nous, on a créé un modèle qui permet de calculer. Petite question, et c'est un cas d'école. Imaginez les JO 2024, j'ai 500 sites web à mettre en ligne, un par événement, par compétition, etc. Et la question qu'on me pose, moi, c'est est-ce qu'il faut mieux les mettre chez nous? Est-ce qu'il faut mieux les mettre chez AWS, chez Azure? Peu importe. Dans le but? Ouais. Peu importe. Moi, mon boss, il me dit, tu le mets là où l'empreinte environnementale est la plus faible. Voilà. Qu'est-ce que je vais répondre? Alors, un site web, les émissions liées à un site web, on va être principalement sur des émissions liées au réseau. Donc, sur un site web, on va avoir le stockage du site web, un peu de calcul, mais surtout du réseau, du transfert de données. Et donc, les émissions liées au transfert de données, c'est quelque chose qui n'est pas hyper simple à calculer, mais ce qu'on sait, c'est que c'est dépendant du nombre de terminaux qu'il y a entre le data center et le terminal qui visite le site. Et donc ce nombre de terminaux, il est dépendant de la distance en fait. Et donc plus on va être loin, plus on va avoir de répéteurs. Alors c'est une approximation puisqu'on peut avoir des données qui peuvent faire le tour du monde. Mais donc c'est vraiment ça le levier. Et le deuxième, et donc en l'occurrence pour les JO, si les visiteurs du site sont principalement en France, il vaut mieux le mettre en France. Après, si vous remarquez des zones spécifiques dans lesquelles vous avez beaucoup d'utilisateurs, vous pouvez faire un duplicat et stocker le site. C'est ce que peuvent faire les entreprises comme une entreprise qui envoie beaucoup de données sur le réseau, comme Google par exemple, ils vont avoir des duplicats un peu partout disséminés pour éviter, déjà pour être plus rapide et en plus pour éviter de saturer les réseaux. Je suis vraiment désolé d'insister, ça ne répond pas à ma question. Mes utilisateurs, c'est les mêmes. J'ai le choix entre mettre mon data center en France chez moi, le data center de Microsoft à Marseille, le data center d'Amazon à Paris. Parce que oui, toujours le chat. D'accord, j'insiste. Mais tout ça pour répondre, c'est déjà la problématique que vous allez avoir, c'est un problème d'architecture. Ouais. Si le premier lieu, ce qui va écoliser l'énergie, c'est votre architecture. Effectivement, après, c'est l'empreinte. Après, il faut choisir, mais on va en parler après. Je vous propose d'en parler juste après. De toute façon, on va passer à la conférence de Alban, qui est directrice d'opération de Scaleway. Merci beaucoup, Ferrel. Merci.